remercie. La parole est à Monsieur Jean-Marc Tellier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, en juillet dernier... Madame Arrigui, s'il vous plaît. Monsieur le Ministre, en juillet dernier, Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, nous avait gratifié d'un énième coup de com' qui font désormais sa marque de fabrique avec l'annonce du plan antifraude. 9 mois plus tard, nous sommes bien en mal de trouver une quelconque évolution palpable concernant le volet fiscal de la fraude. Alors que les effectifs de la DGFiP ont baissé de près de 2000 équivalents temps plein en moyenne par an ces dernières années et que ceux dévolus au contrôle fiscal ont baissé de 2600 équivalents temps plein depuis 2013. Les 1500 en juillet font bien pâle figure. Au demeurant, nous nous questionnons sur l'adéquation entre cette annonce et la suppression de 250 équivalents temps plein en 2024, 850 en 2026 et de nouveau 850 en 2027. L'engagement des 1500 postes va-t-il être tenu ou s'agit-il d'un écran de fumée? Auquel cas, quels services de la DGFiP subiront ces ajustements internes? Et pour finir, ma première question, sur la cellule de renseignement également annoncée en juillet, où en est-on de la création de cette cellule et quel est l'intérêt d'avoir placé cette cellule sous la tutelle de la Direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières après l'avoir profondément affaibli en opérant un transfert sur le recouvrement de nombreuses taxes pour lesquelles cette administration possédait une réelle expertise? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, sur le contrôle fiscal, vous avez raison, on a besoin de renforcer les moyens et c'est l'engagement qu'on a pris, c'est 1500 ETP supplémentaires d'ici la fin du quinquennat sur cette mission fondamentale. Et dès cette année, c'est 350 personnes supplémentaires. Et sur le champ fiscal, mais c'est aussi vrai sur le champ social, je l'évoquais il y a un instant, avec les 1000 personnes dédiées dans les caisses de sécurité sociale. Les moyens, c'est bien, mais les outils à disposition des agents, c'est très important aussi. C'est pour ça que dans le PLF et le PLFSS, on a renforcé les dispositions, les outils. Je parlais par exemple de la capacité des agents de la DGFiP à mener, par exemple, des enquêtes sous pseudonyme sur les réseaux sociaux pour aller récupérer des informations, mieux traquer les trafiquants et les fraudeurs. Donc il faut qu'à la fois on ait plus d'équipes, mais plus d'équipes avec plus d'outils. Parmi les outils, il y en a un qui nous manque, et vous avez raison de le souligner, notamment dans le champ fiscal, c'est le renseignement. Le renseignement, il existe en matière douanière pour mieux lutter contre les trafics, trafic de stupéfiants, trafic de tabac. Il n'existait pas dans le champ fiscal. Donc nous créons une unité dédiée au renseignement fiscal. Et à partir du mois de mai, dans les prochains mois, elle verra sa création, elle est en phase de préfiguration, au sein de la DNRED, au sein de la douane, une équipe spécialisée de la douane. Pourquoi? Parce que la DNRED, c'est un service de renseignement du premier cercle qui maîtrise toutes les techniques de renseignement. Et ces techniques de renseignement, elles seront au service de la politique de lutte contre la fraude fiscale, mais avec des agents de la DGFiP qui rejoindra cette unité. Et donc c'est vraiment une solution pragmatique, rapide, que nous avons choisie pour aller vite, parce que vous avez raison, il y avait un manque en matière de renseignement. Je vous remercie. Monsieur Tellier, une seconde question. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, quand la question de la fraude sociale réapparaît dans le débat public, c'est le plus souvent pour dénoncer les allocataires de prestations sociales. Les fraudeurs, s'ils sont désignés implicitement ou explicitement, seraient donc les bénéficiaires d'aide, et pas n'importe quels bénéficiaires, les plus précaires, qui perçoivent notamment les minima sociaux, au premier rang desquels le revenu de solidarité active. Et pourtant, la question de la fraude sociale est un fait de manière plus massive que pour les allocataires de prestations sociales. Ainsi, sur les 1,6 milliard d'euros récupérés en 2022 par l'administration en matière de fraude sociale, plus d'1 milliard, soit 63% des 1,6 milliard au total, n'étaient pas causés par des bénéficiaires de prestations sociales. 63% de la fraude sociale provenait
des fraudes relatives aux cotisations des employeurs. La chasse lancée par ce gouvernement aux privés d'emploi, aux allocataires du RSA et désormais aux allocataires de la SS, nourrit pourtant le discours stigmatisant remettant en cause dans l'opinion publique les allocataires de prestations sociales. Monsieur le ministre, que compte faire concrètement ce gouvernement pour améliorer sensiblement le recours aux droits de chacun de nos citoyens? Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement pour lutter efficacement contre cette fraude aux cotisations sociales? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, il y a deux éléments dans votre question, ce qui me permettra aussi peut-être d'apporter des éléments de réponse à la question de la députée Arrigui, auquel je n'ai pas en effet pu répondre tout à l'heure dans le temps qui m'était imparti. Oui, sur la fraude sociale, c'est les deux jambes. Les fraudes aux prestations existent, il faut qu'on s'assure que celles et ceux qui bénéficient des prestations doivent effectivement en bénéficier. Il y a un élément très important qui va nous permettre de garantir qu'il n'y a pas de fraude, c'est la mise en œuvre aussi progressive d'une forme de simplification avec la solidarité à la source, avec le fait qu'on va pré-remplir les demandes, RSA en particulier, et garantir que les revenus déclarés sont les bons. C'est une simplification et ça nous permet aussi de sécuriser le montant des versements. Donc je pense que les décrets qui sont en cours de préparation vont être une véritable avancée. Et puis, on doit travailler de manière tout aussi exigeante sur le travail dissimulé. Le montant des redressements, monsieur le député et madame la députée, a considérablement augmenté ces dernières années. Pour 2022, c'est 788 millions d'euros par rapport à 540 millions d'euros en 2017. Donc une progression de quasiment 45%. On renforce les effectifs dans le réseau des URSSAF, plus 245 emplois qui seront consacrés à cette question-là. On a mis en place dans le PLFSS un dispositif de précompte sur les cotisations sociales pour les travailleurs des plateformes, pour garantir que celles et ceux qui travaillent sur les plateformes ont effectivement des droits ouverts, que les cotisations sont payées et que celles et ceux qui travaillent génèrent aussi des droits grâce à leur travail. Et enfin, on a ouvert un guichet régularisation, précisément pour les micro-entrepreneurs. Donc vous voyez, notre stratégie, elle est double. C'est à la fois sur les prestations, mais aussi sur les cotisations avec le même niveau d'exigence. Encore une fois, notre politique de lutte contre la fraude, elle est pour toutes les fraudes, quelles que soient les situations. Je vous remercie. Nous passons